Bonjour à toutes et bonjour à tous. Comment allez-vous? Bonjour Yannick, bonjour Christophe, bonjour Aziz. Je suis très content de vous retrouver ce matin. Pour le moment, les gens prennent l'habitude d'arriver de plus en plus tard. À mon avis, pour zapper la partie légale, là où il faut que je montre d'ailleurs, je vais le montrer tout de suite et nous allons essayer d'aller un peu plus vite. Donc, il faut lire ce panneau d'avertissement que vous avez ici sur les risques. Bonjour Stéphane, bonjour Alex, bonjour Marc, comment vas-tu? On va parler euro, USD, ETE, triple bottom, chartisme et Ishimoku. Bonjour Jean-Paul. Je vois qu'il y a de nouvelles personnes, donc je vous salue, je vous souhaite la bienvenue, bienvenue à ces revues de marché. Nous allons commencer cette revue de marché. Donc vous avez lu l'avertissement sur les risques ici, hein, très important, j'insiste. Je vous laisse le regarder encore un petit peu plus. Et nous allons commencer cette revue de marché. Alors comme ça, j'en profite pour vous montrer aussi mon site. Hein. N'hésitez pas à l'explorer pour vous inscrire à la newsletter. Vous avez ici la possibilité d'accéder à ma chaîne YouTube directement, mais je vais vous en reparler. Vous avez ici tous les derniers témoignages. D'ailleurs, j'ai pas regardé s'il y en avait de nouveaux puisque je ne les modère pas. Donc je vois qu'il y en a un en date du 27, les témoignages, les avis à propos de ma formation. Les gens écrivent ce qu'ils veulent. Je ne vois pas ce que les gens écrivent puisque comme les témoignages sont quand même presque à 100% bons, il m'est parfois reproché que ce soit des faux ou bien que je m'amuse à ne mettre que les bons témoignages pour enlever les mauvais. Bon, c'est comme ça, j'ai de la chance. Il n'en sera peut-être pas ainsi avec la prochaine formation sur les chandeliers japonais qui ne saurait tarder à sortir. Mais enfin, vous pouvez regarder, voilà, explorer le menu vertical, le menu horizontal. Vous avez plein de tutos gratuits sur l'Ishimoku. Bonjour Wilfried, bonjour Stéphane. Alors, nous allons commencer, puis bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances, avec l'euro USD. Donc, je voudrais d'abord vous montrer, je vais faire glisser un écran ici. Si vous êtes inscrit à la newsletter, vous avez reçu le lien d'une vidéo que j'ai fait hier. Donc, tac, je vais cliquer ici sur vidéo que j'ai fait hier concernant l'euro USD. Donc, quand vous êtes sur ma chaîne Ishimoku, Cypressa, hein, sur laquelle vous pouvez vous abonner pour avoir une alerte dès que je publie une nouvelle vidéo. Vous avez vu qu'hier j'ai fait une vidéo euro USD pour donner mon point de vue sur l'euro USD. Et d'ailleurs, je vais faire ça un peu plus souvent. J'ai créé une playlist analyse diverses. Donc pour le moment, il n'y en a qu'une, mais de temps en temps, je ferai une analyse spécifique à un seul actif. Vous avez dans les playlists aussi, on s'y retrouve plutôt bien. Vous avez tout ce qui peut euh, être en lien avec une formation ou qui vous forme à l'Ishimoku, tout cela gratuitement, toutes les revues de marché, puis toutes les revues les vidéos que je faisais à l'époque pour FXCM lorsque j'étais pendant pratiquement 2 ans partenaire FXCM. Donc maintenant, revenons à l'euro USD. Donc il y a la vidéo d'hier, donc je ne voudrais pas perdre beaucoup de temps à redire ce que j'ai déjà dit hier, mais peut-être apporter quelques précisions parce que le débat est passionnant sur l'euro USD, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur notre forum. Si vous allez sur le forum, vous voyez là j'ai affiché le forum, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Index du forum, soit vous êtes inscrit et donc vous vous êtes connecté comme moi, soit vous ne l'êtes pas. Si vous êtes inscrit, vous avez accès aux cellules de veille. Si vous n'êtes pas inscrit, vous n'avez pas accès aux cellules de veille, qui sont gratuites, hein, bien évidemment. Mais à part ça, vous voyez, vous avez plein d'actifs et donc notamment de plus en plus aussi d'analyses sur les actions. C'est très intéressant. Hein. Christian, le roi de la bourse, nous propose beaucoup d'analyses sur les actions et ce forum est de plus en plus riche. Donc si vous allez sur Euro USD, vous allez voir la dernière page, donc Euro USD de Greg, voilà la conversation actuelle, c'est la dernière. Puis en allant sur les dernières pages, vous pouvez accéder aux différentes débats sur l'euro USD.
Donc sur l'euro USD, nous ne sommes pas tous d'accord et c'est ça qui est bien. Moi, mon propos n'est absolument pas d'avoir raison. Bien sûr, si j'entre en position sur l'euro USD là où j'ai envie d'entrer en position, pour le moment, bon, je suis pas concerné, donc je souhaite à tous les vendeurs qu'ils aillent au bout de l'objectif de leur ETE, dont nous allons reparler. Moi, pour le moment, je ne suis pas en position, donc je n'ai pas, ça n'a pas d'incidence sur moi, si ce n'est le désir que vous gagnez vos trades vendeurs sur l'euro USD. Mais à un moment donné, si vous regardez ma vidéo publiée hier, je vais sans doute, si le marché m'en donne l'opportunité, si les prix vont là où j'aimerais qu'ils aillent, nous allons le revoir après sur le graphique, sur la Kijun Weekly, j'aimerais entrer long, moi, en position sur l'euro USD pour aller rentrer dans un trade swing pour peut-être aller chercher 1,24, voire même 1,25. 1,24, ce serait déjà pas mal en sachant que 1,22 est un gros morceau. Donc, il y a Greg qui nous a expliqué comment est-ce qu'il était entré en position et je comprends parfaitement. Hein, donc, sur les pages précédentes, si vous voyez, si vous allez sur la page numéro 4, je vous recommande très vivement de lire l'analyse de Greg qui, à la sortie de ce que l'on appelle un range, parce que moi je suis pas chartiste, mais je vais y revenir, c'est pas pour rien que j'utilise Ishimoku. Ah, vous voyez, il a mis une petite flèche ici, c'est tout petit, on ne voit pas très bien. C'est une entrée en position parfaite, c'est-à-dire qu'il a vu une ETE, il est rentré sur la deuxième épaule. En général, moi, quand je pratiquais le chartisme, j'allais pas chercher l'objectif de la cassure de la ligne de coup, j'allais juste jusqu'à la ligne de coup. C'est l'avantage du trading agressif des figures chartistes. Mais encore une fois, je ne suis pas chartiste. Et derrière, moi, j'explique quelle est ma position. Donc, la position de Greg, je la comprends parfaitement. De toute façon, il est entré en position au niveau de la deuxième épaule. Nous allons maintenant y revenir. Il est en son stop est au break-even, c'est-à-dire qu'il ne peut plus perdre son trade. Donc, je n'ai qu'une envie, c'est qu'il gagne son trade. Vous voyez, nous sommes en désaccord sur l'analyse, mais c'est un désaccord relatif finalement, parce que vous allez voir que tous les chemins mènent à Rome. Et puis hier, Triade, Landry, qui fait d'excellentes analyses, Ishimoku, m'a expliqué aussi pourquoi est-ce qu'il était rentré lui aussi à la vente sur l'euro USD, à la cassure de la ligne de coup. Bon là, j'adhère un peu moins, mais je vais vous expliquer pourquoi. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, c'est très très bien. Et puis nous avons par la suite euh, de nouvelles précisions sur pourquoi, comment les gens sont entrés en position. Et puis nous voyons que Marc, qui est ici avec nous, nous indique que lui aussi, il est entré court avec la cassure de la ligne de coup de cette figure chartiste. Donc, maintenant, allons voir un petit peu ce qu'il en est, sans entrer en détail, dans le détail, puisque je ne voudrais pas faire une vidéo redondante et répéter ce que j'ai déjà dit 18 fois au cours des dernières semaines, et notamment dans ma vidéo d'hier. Mais juste une précision par rapport à cette ETE. Alors, si je pratique l'Ishimoku, c'est pour justement ne pas avoir. Alors, ce que je vais dire là est très très bienveillant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça me concerne moi. Les outils que l'on utilise en analyse technique sont des outils qui doivent nous correspondre à notre psychologie, à notre manière d'être. Et en dehors des lignes chartistes de base consistant à tracer des obliques comme celle que je vais faire ici devant vous, paf là, ça je sais faire. Tracer une oblique comme ça ici, je sais faire. Hier, Christian, pseudo le roi de la bourse, me parlait d'une tasse avec anse. Bon, là, je vous le dis franchement, ça me dépasse complètement. Je ne sais pas reconnaître les tasses avec anse. Alors, si on me le dit, je la vois tout de suite. Hein, je vous montrerai tout à l'heure. Je crois que c'est sur Capgemini ou Ingenico, je ne sais plus. Je ne sais pas reconnaître les diamants et il m'arrive très souvent de ne pas voir mon cerveau n'est pas entraîné à voir les ETE, les épaules tête-épaule. Ceci dit, quand on me dit qu'il y a une épaule tête-épaule, je ne suis pas capable de la voir par moi-même, mais si on me dit qu'il y en a une, je la vois. Et c'est bien la raison pour laquelle j'utilise Ishimoku, puisque sinon je serais chartiste. Bien que Ishimoku et le chartisme soient deux outils qui peuvent être tout à fait complémentaires, notamment quand on trace des droites, des obliques ou des horizontales de base, je peux aussi savoir tracer quelques biseaux ou autres triangles ascendants ou descendants, mais ça ne va pas beaucoup plus loin que cela. Si maintenant que j'ai dit ça, je reviens sur le graphique hebdomadaire. En résumé, pour faire très vite, moi je vous dis, puisqu'on va parler un petit peu chartisme exceptionnellement, depuis quelques semaines, et mon objectif n'est pas d'avoir raison, mais d'expliquer quelle est mon analyse et comment je construis mon analyse,
que les prix, s'ils sont sortis de ce que j'appelle ici une dérive latérale, un range, depuis pratiquement 2 ans, c'est certainement pas pour faire quelques points, à mon avis, hein, mais j'accepterai complètement d'avoir tort, et ça n'a pas d'importance d'avoir tort. Le principal, c'est de gagner de l'argent ou de ne pas en perdre, qu'on ait tort ou raison. Si les prix sortent de ce range qui a duré pendant plus de 2 ans et demi, à mon avis, c'est pas pour faire coucou, nous revoilà, on rentre dedans. Je veux bien qu'une impulsion de banque centrale, une déclaration de la Fed, une déception sur la politique des taux de la Banque centrale américaine ou des déclarations de Draghi qui n'ont pas convaincu à ce moment-là ait poussé les prix à sortir de ce range, et que maintenant que Draghi nous explique de nouveau que le quantitative easing en Europe va continuer à hauteur de 60 milliards d'euros par mois au moins jusqu'en décembre et baissera progressivement en 2018, et encore que si c'était vraiment nécessaire, je veux bien que ça provoque une impulsion baissière, je suis tout à fait d'accord. À la fois, cette impulsion baissière, comme vous pouvez le voir ici, n'est rien d'autre qu'un throwback de la sortie de ce range. Donc en daily, beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, j'ai eu des discussions parce que finalement, ça ne me dérange pas non plus, mais je me sens un peu isolé avec mon analyse haussière, dans le sens où, après nous avoir expliqué qu'on allait aller à un 25, certains analystes nous expliquent maintenant qu'on va peut-être revenir à la parité. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu cette ETE, vous voyez, cette épaule, tête, épaule. Nous en avions d'ailleurs une autre ici de plus court terme, dont l'objectif a été atteint, épaule, tête, épaule, dont l'objectif a été atteint. Et donc, si l'on reporte cette figure, donc on va faire dupliquer le rectangle, et qu'on utilise la fameuse règle du balancier qu'utilisent les chartistes pour trouver leurs objectifs, l'objectif de cette ETE nous donne un 13,70, on va dire, un 13,75, un 13 et des poussières, en fonction d'où on trace exactement la ligne de coup de cette ETE. Je reviendrai après sur vos commentaires hein, par rapport à cette ETE. Donc nous avons bien un objectif ici de cette ETE à 1,1375. Le problème que j'ai moi avec le chartiste, mais c'est peut-être lié à mon ignorance, donc ami chartiste ne m'en voulez pas, c'est que je trouve que c'est parfois un peu simpliste le chartiste. C'est-à-dire que tout le monde adore voir les ETE, c'est le roi des figures chartistes, etc. Vive les ETE. Donc on voit une ETE qui est une figure de renversement sur sommet. Nous sommes bien, on peut considérer que nous soyons sur un sommet, bien quoique quand on voit ici, je dirais que nous sommes dans une phase de retracement d'une impulsion haussière, mais c'est là où j'ai peut-être tort. Mais si l'on est capable de voir une ETE en daily, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on ne voit pas un triple bottom en hebdomadaire ou en mensuel? Parce que finalement, moi, je parle toujours de range puisque je pratique l'Ishimoku avec le nuage à l'horizontale, les twists, etc. Donc je ne parle pas des figures chartistes, mais souvent un range n'est rien d'autre qu'une figure chartiste. Un range, une dérive latérale sur un sommet, est souvent un double ou un triple top. Un range ou une dérive latérale sur un bottom, c'est-à-dire sur un creux de marché, n'est souvent rien d'autre qu'un double ou un triple bottom. Et n'avons-nous pas ici un double ou un triple bottom? Donc pourquoi est-ce que l'objectif du double ou triple bottom, on va le tracer aussi? Alors voyons voir. Nous allons faire ici dupliquer le rectangle. Paf! Et donc moi aussi je vais sortir ma figure chartiste. Et donc l'objectif de ma figure chartiste, c'est-à-dire la cassure de la ligne de coup du triple bottom que nous avons ici, que j'appelle un range qui dure depuis 2 ans, n'a pas été atteint et nous conduit bien aux objectifs que m'offre l'Ishimoku et dont je parle depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire 1,24 et des poussières, comme nous pouvons le constater ici. Donc, avec l'Ishimoku, nous avons l'habitude de dire que l'information délivrée par l'unité de temps supérieure prime toujours sur l'information délivrée par l'unité de temps inférieure. Et donc, dans ce cas, l'unité de temps supérieure hebdomadaire, et si je bascule sur un graphique mensuel, je retrouve mon triple bottom, avec la sortie de ce triple bottom et un retour probable, c'est-à-dire que nous savons que dans une grande, j'ai pas regardé mon bouquin, mais dans une grande quantité un pourcentage élevé de cas,
lorsque les prix cassent la ligne de coup d'un triple ou d'un double bottom, nous avons très souvent un pullback, ici il s'agit d'un throwback, en tout cas un repli au minimum sur la ligne de coup, mais il est vrai que ça peut aussi aller plus bas, ce qui donnerait raison aux chartistes actuellement avec leur ETE. Donc tout le monde a un petit peu raison, et ce qui est agréable, c'est que finalement, tous les outils d'analyse technique se valent et nous racontent la même chose, mais en nous l'expliquant d'une manière un petit peu différente. Donc si les prix venaient à se replier sur la ligne de coup de ce triple bottom, les prix reviendraient chercher 1,1440, 1,1450. Et maintenant, si nous revenons à notre graphique hebdomadaire, 1,1440, 1,1450, c'est quoi? C'est l'ancienne borne haute de ce range qui est un triple bottom avec ma Kijun-sen qui vient se coucher ici sur cette ligne de coup que l'on va appeler borne haute de range. C'est une simple question de vocabulaire, mais en disant les choses différemment, on peut vouloir dire la même chose. Donc vous voyez, tout se tient. Et le repli que j'envisage pour entrer moi en position ici à 1,1450, 1,1468, mais ça peut être plus profond, 1,1332, à ce moment-là, tout le monde sera content. Les gens qui ont vendu l'ETE atteindront leur objectif, les prix feront une mèche, comme le dit Triad, à ce moment-là, peut-être que nous pourrons ressortir par le haut après ce repli de ce range, et à ce moment-là, nous aurons peut-être notre signal d'achat pour aller chercher les 1,25. N'oubliez pas que je ne donne pas de signaux, je dis ce que je pense par rapport à mon analyse. Ah, apparemment, il y a eu une petite coupure de son, me dit-on. En tout cas, vous aurez compris que tous les chemins mènent à Rome. Donc, ce que je voulais dire à mes copains chartistes, c'est que c'est très bien, le chartisme, de voir une ETE en daily, c'est super, mais si on voit une ETE en daily, il faut aussi être capable de voir un triple bottom en hebdomadaire et en mensuel, qui, à mon avis, a plus de force et d'importance parce que c'est un signal qui nous est donné sur une unité de temps supérieure par rapport à l'unité de temps inférieure. Bref. Pour en revenir à moi, ce que j'attends, de toute façon, quoi qu'il arrive, je n'ai pas de difficulté à admettre que je me sois trompé ou que mon analyse n'ait pas été bonne ou que l'Ishimoku n'ait pas fonctionné par rapport au chartisme, bien que je crois que, comme je viens de le démontrer, que ce soit chartiste ou Ishimoku, nous avons le même type d'information, mais je n'achèterai ici cette borne haute de triple bottom avec ma Kijun qui est ici que et exclusivement que si j'ai des chandeliers de retournement sur ce seuil. Si je n'ai pas de chandelier de retournement sur ce seuil en daily ou en H4, de toute façon, je n'achèterai pas et je laisserai mes copains chartistes gagner leur trade et je les féliciterai. Pour en revenir 2 secondes sur l'ETE. Encore une fois, je ne fais pas des revues de marché chartistes, je fais des revues de marché Ishimoku. Ceci dit, même si je ne suis pas bien capable de voir par moi-même, mon cerveau n'est pas entraîné à voir les tasses avec anse, les épaules, tête, épaules et autres diamants, le reste j'y arrive à peu près. J'ai quand même quelques notions de chartisme qui m'a passionné, dont j'ai lu tous les bouquins. Vous voyez là, j'ai sorti mon bouquin, 93% de sortie baissière, 45% de pullback, diminution des volumes. Bon, ça sur le forex c'est un peu moins vrai. Donc les personnes qui ont vendu ici la deuxième épaule, je dis bravo. Par contre, les personnes qui ont vendu ici la cassure de la ligne de coup, attention, parce que malgré tout, nous avons quand même statistiquement 45% de pullback, et ici nous venons d'avoir un avalement sur un seuil Ishimoku, mesdames et messieurs. Regardez, un plat Kijun qui est ici, et ce n'est pas pour rien que ce plat Kijun en extension provoque le rebond que nous avons actuellement, donc épaule ou pas épaule, ou tête ou pas épaule. Ishimoku continue à nous donner des seuils intermédiaires qui sont d'une précision diabolique et chirurgicale. Donc attention, nous avons un avalement ici. Chartisme ou pas chartisme, de toute façon, je considère, moi, qu'il ne faut jamais vendre les accélérations baissières ou haussières. Si vous mettez des stochastiques, un RSI ou un MACD, puisque si on n'utilise pas les Shimoku, parfois on cède de ce genre d'oscillateurs pour constater les surventes et les surachats, vous constaterez sûrement que les prix sont en survente, et c'est exactement ce que nous indique l'Ishimoku. C'est-à-dire que je veux bien qu'à un moment donné, quand on pratique l'Ishimoku, on puisse
l'abandonner un petit peu pour se fier à une figure chartiste dont tout le monde parle sur les réseaux sociaux. Méfiez-vous aussi du consensus, hein, quand tout le monde parle de quelque chose, c'est soit l'inverse qui se passe. Mais chartiste ou pas, tête épaule ou pas épaule, on ne vend jamais des accélérations baissières en survente, puisque sinon la probabilité pour que nous ayons raison, mais que pour autant nous perdions notre trade parce que nous n'avons pas tenu compte du pullback qui se produit dans 45% des cas et qui se produit quasiment systématiquement, puisque là nous n'avons même plus besoin de statistiques chartistes, systématiquement lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen, attention. Donc vendre l'épaule ici, oui, vendre la cassure de la ligne de coup, pourquoi pas, mais moi je l'aurais fait après un pullback. Et c'est pour ça que j'indiquais hier dans ma vidéo que Ishimoku nous offre absolument tout ce qu'il a à nous offrir, puisque ce qui est vrai avec l'hebdomadaire, ça je l'ai déjà dit hier dans ma vidéo, donc je ne vais pas le répéter, la Kijun-sen qui s'est couchée sur la ligne de coup du triple bottom que j'appelle un range sur le weekly, nous avons exactement ici le même type de configuration. Après la cassure de l'ETE de mes copains chartistes, autrement dit du range daily, regardez où vient se coucher notre gentille Kijun, elle vient se coucher ici, elle attire les prix comme un aimant, c'est le niveau de retracement de 50%. Donc si j'avais été chartiste et si je n'avais pas vendu la ligne de coup, l'épaule ici, mais que j'avais vendu la cassure de la ligne de coup, je ne l'aurais pas fait après cette accélération baissière, mais j'aurais attendu, peut-être à tort, hein, puisque ça n'arrive que dans 45% des cas, j'aurais attendu que les prix reviennent chercher ici la Kijun H4. Et à ce moment-là, vous voyez que nous pouvons ne pas être chartistes et arriver au même type de conclusion. Si les prix reviennent chercher la Kijun H4 ici et nous offrent des chandelles de retournement, il ne sera pas impossible, ça sera sans doute pertinent, de vendre ce niveau pour aller chercher la Kijun Weekly. Et donc, à ce moment-là, tout le monde aura eu raison et nous aurons constaté avec plaisir que l'analyse technique, qu'elle soit faite avec l'Ishimoku ou avec le chartisme, en général, nous donne les mêmes informations. Sauf que selon moi, l'Ishimoku précise un petit peu mieux les choses et donne un timing un petit peu plus précis. Mais ce n'est que mon point de vue. Donc voilà pour l'euro USD et je conclurai cette analyse en disant à mes copains chartistes, super de voir une épaule tête épaule en daily, mais attention, ce serait dommage de ne pas voir un triple bottom sur le hebdomadaire ou sur le mensuel. Voilà pour l'euro USD. Je vais aller voir si vous avez des questions. Vous voyez, ça me passionne, hein, je monte le ton et tout. Je suis très très content de ce débat. Bonjour, je ne suis pas en retard, mais j'ai toujours des problèmes avec mes machines. Jean-Claude, je sais, Jean-Claude, je sais. Voilà, c'est ça. Bonjour Patrick, bonjour Brigitte. Bonjour Stéphane, tout nouveau sur le webinaire et très content. Bah, écoute, moi je te souhaite la bienvenue, je suis très content que tu sois là. Tiens, un petit passage sur ton webinaire avant de partir vers Montréal. Landry, bah, il doit être très très tôt au Québec. Voilà. Je l'ai bien détaillé sur le forum, cette ETE, me dit Marc, c'est super. Plus de son, c'est revenu, tant mieux. Voilà, le triple bottom, Marc, il a plus d'importance si tu le détectes sur le mensuel que l'ETE sur le daily. Ça doit être un cas isolé, la coupure de son. Très élégante et très pertinente explication. Merci beaucoup Lionel. Patrick, tiens-tu compte du fait que la Kijun va monter au niveau actuel d'ici 2 semaines? Non, je n'en tiens pas compte. Alice Haché a-t-elle écrit un livre? Ce qu'elle dit dans le livret est très intéressant. Alors, elle n'a pas écrit un livre, Alice Haché, pour la petite histoire, c'est ce que je vous ai envoyé, je crois, par la newsletter, un petit livret sur la gestion des émotions. Alice Haché, c'est ma femme. Bon. Et elle travaille en tant que comédienne dans de très grandes entreprises, et puis elle travaille justement sur les émotions avec les équipes dirigeantes. Elle n'a pas écrit de livre, mais on peut la contacter. Si tu m'écris un mail, je te donnerai ses coordonnées. On peut la contacter pour lui demander beaucoup de choses. En daily, formation d'une divergence haussière, nous dit Christine. Voilà, sur l'euro USD. Donc, vous voyez, il y a plusieurs informations. Wilfried, je dois partir. Bonne journée. Je regarderai le replay. Merci Patrick. Très bien.
Donc maintenant, est-ce que vous souhaitez que je fasse des analyses d'un actif? Est-ce que ça vous ferait plaisir de me demander des analyses? Parce que je vais vous dire, moi, eh bien, je vais rentrer en mode, je vais faire autre chose cette semaine parce que nous avons eu la BCE la semaine dernière qui a provoqué cette accélération baissière, mais on peut pas dire que ça pète trois pattes à un canard non plus. Euh, Nous avons eu, tiens, en H1 ici, nous avons un range aussi qui est en train de se former. La sortie du range par le haut conduira à la Kijun H4. La sortie du range par le bas conduirait probablement à la Kijun Weekly. Euh, Nous avons eu la BCE la semaine dernière. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai pas bien. C'est quelque chose que j'ai entendu, mais je ne l'ai pas vérifié de par moi-même. Nous devrions avoir le FOMC demain soir, mais qui n'est pas attendu. On n'attend pas grand-chose de ce FOMC, mais enfin ceci dit, on ne sait jamais. Il faut toujours se méfier d'un FOMC. Nous avons le NFP, si je ne dis pas de bêtises non plus, certainement ce vendredi. Nous avons l'affaire politique de Trump et de ses copains russes. Nous avons Monsieur Trump qui, avant de partir en vacances, veut absolument nommer le nouveau président de la Banque centrale américaine. Les rumeurs vont bon train, Powell, pas Powell, re-Janet Yellen, etc. Ça peut provoquer des mouvements. Les nuages Ishimoku s'affinent de plus en plus et deviennent très très fins, quels que soient les actifs que l'on va regarder. Cela veut dire que le marché est en attente, il attend exactement la même chose que je souhaite attendre moi, c'est que cette semaine terrible passe pour qu'on en sache plus et que le nuage puisse regrossir la semaine suivante, nous offrant des opportunités de trading. Il m'apparaît compliqué de faire du trading dans les conditions actuelles. AUD Yen. L'or. Alors l'or semble repartir. Alors le problème de l'or, encore une fois, je le dis souvent, l'or c'est un actif que je ne trade pas. Je me suis essayé il y a quelque temps, vous l'avez suivi sur le forum, puisque sur le forum j'annonce toutes mes positions. Vous savez même que j'ai perdu 2 trades consécutifs. Vous savez aussi que j'ai gagné un super beau trade swing sur l'USD Yen. Et donc je me suis essayé au silver, à l'argent qui est le toutou, on va dire, de l'or, et je l'ai perdu en intraday. Donc l'or, c'est un actif que je n'aime pas trader. Pourquoi? Parce qu'il est très sensible à la géopolitique et si il remonte, il est probable que ce soit à cause de tout ce que l'on entend sur la Russie, etc., etc. Bon, bref. Donc l'or, je sais pas, je dis ça comme ça. Donc l'or en daily, nous avions ici, vous voyez, c'est très facile avec l'Ishimoku de voir ce qu'il en est. Nous avions ici une première dérive latérale qui a été cassée. Donc ça c'était en août. Donc c'était suite, vous voyez, l'or il est dans une dérive latérale, il ne bouge pas, il navigue dans sa dérive latérale. Le Nord-Coréen fait péter un missile. Les gens se délestent de leurs actions et achètent de l'or. Et puis, lorsque la situation revient un petit peu s'assagir, se calmer, nous avons les gens qui ont acheté de l'or, qui se débarrassent de leur or, va leur refuge en cas de problème géopolitique, pour finalement revenir sur le marché action, ce qui provoque cette chute. Et nous avons ici un nuage qui twist, qui est très clair, qui est très beau, et nous avons actuellement les prix dans cette dérive latérale. Donc ils ne sont pas venus taper complètement la borne basse du range ici, donc c'est pour ça que nous avons ici ce mouvement haussier, et il n'est pas impossible que ça revienne chercher ici le bas du range pour continuer à naviguer latéralement. Si l'on regarde sur un graphique hebdomadaire, qu'est-ce que l'on observe? Si on regarde, alors qu'est-ce que l'on observe? Donc là je découvre, hein, puisque je le regarde jamais. Bon là déjà nous avons une résistance que nous ne pouvons ne pas voir. Tac, nous avons ici un niveau de résistance, vous voyez, une zone de résistance qu'on ne peut pas ignorer. Hop, hop, c'est clair, c'est net, c'est précis. C'est monté un petit peu ici, c'est pas venu. Et là, nous sommes en train de travailler ce qu'on appelle la zone d'équilibre. C'est un petit peu compliqué. C'est la zone d'équilibre et la tendance que nous avons à l'intérieur de cette. Alors là, c'est là où je me transforme en chartiste pour faire des obliques. Hein, c'est ce que je sais faire de mieux en chartisme. C'est à peu près tout d'ailleurs ce que je sais faire en chartisme. Donc nous avons ici
la tendance à l'intérieur de cette dérive latérale. Hein, dans toute dérive latérale, il y a forcément une tendance qui nous conduit du haut vers le bas, du bas vers le haut. Est-ce qu'on peut considérer que les prix sont venus chercher le haut? Ici, je ne sais pas. Maintenant, pour trader l'or, il me semble qu'il serait pertinent d'attendre que les prix cassent la zone d'équilibre de notre range, hein, ici. Alors, si vous ne savez pas de quoi je parle, parce que vous venez pour la première fois, c'est normal, je ne donne pas des cours Ishimoku ici, je fais des revues de marché, mais lorsque le nuage est à l'horizontale, on ne traite pas avec Ishimoku de la même manière que lorsqu'il est orienté, comme nous pouvons le voir ici, hein, vous voyez, dans cette phase où la Kijun et autres lignes de l'Ishimoku jouent leur rôle de support résistant. Il faudrait que les prix viennent casser la zone d'équilibre ici, et à ce moment-là, nous pourrions déterminer que les prix sont rentrés dans la nouvelle phase tendancielle qui conduisent les prix. Alors là, pour le moment, on n'a pas encore suffisamment de points de contact pour tracer notre... Mais lorsque les prix auront cassé la zone d'équilibre, ils reviendront ici, la Kijun descendra, ils reviendront ici taper probablement la borne haute du range, et là, nous aurons des signaux baissiers pour venir chercher le bas du range. Pour le moment, c'est prématuré, et nous sommes dans une zone où il m'apparaît compliqué de faire quoi que ce soit. Maintenant, la question m'est peut-être posée sur des unités de temps plus courtes. Si nous regardons sur du H4, que voyons-nous? Ah, ça m'agace ça. Excusez-moi, j'y arriverai jamais, je crois. Voilà. Si on regarde sur des unités de temps, donc voilà, là, il y a des couleurs partout, mais vous voyez la tendance baissière que j'ai commencé à tracer, nous pourrions l'affiner sur le H4. Et nous voyons bien, il faut dessiner à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à tracer la zone d'équilibre weekly que je vous montrais. Et nous avons, ici, s'il y a des rectangles, ici, c'est pas pour rien. Si on vient à casser ces niveaux, peut-être qu'on peut aller chercher en intraday la zone d'équilibre weekly. Et dès qu'on arrive sur la zone d'équilibre weekly, il faut sortir. Je ne vois pas grand-chose d'autre sur l'or actuellement. Ici, nous avons aussi une dérive latérale sur le H1. Et comme nous avons tapé le haut de notre dérive latérale ici sur le H1, la probabilité pour qu'on continue la descente vers le bas de notre dérive latérale est assez importante. Vous voyez, et ça nous donne exactement le même type de tracé sur le graphique H4. Veuillez m'excuser si vous trouvez que je vais vite et que ce n'est pas forcément très compréhensible. C'est parce qu'il faut être déjà relativement initié à l'Ishimoku pour pouvoir éventuellement suivre. On m'a demandé aussi en retard à cause de mes petits fantômes. Et oui, les miens aussi. Voilà. L'AUD yen. Alors, AUD yen. Alors, je vais aller cliquer à droite de mon écran. Vous ne le voyez pas. AUD yen. Bon, bah écoutez, regardez, j'ai déjà laissé tracer ce que j'avais. Donc ici, j'ai du 15 minutes. Ici, j'ai du H1. Le H1 m'explique que nous sommes dans une phase tendancielle. Et le H4, qu'est-ce que me dit le H4? Je vais nettoyer un petit peu. Donc, vous voyez, c'est quelque chose que j'ai fait il y a déjà plusieurs jours, ça. Et je l'ai laissé. Et donc, nous avons ici les prix qui sont venus taper le haut du range, phase tendancielle baissière qu'on peut affiner maintenant. Il y a eu une hésitation ici, hein, je ne sais pas pourquoi, il y a eu une hésitation. Un autre range que l'on doit, je vais pas le tracer, mais si vous suivez ma souris, voilà, hein, sur le H1, nous avons un range, il a été cassé. On attend peut-être le pullback sur la borne haute de base de ce range. Et la probabilité pour que les prix viennent chercher ce niveau de support ici à 86 me semble important. Et je dirais même plus, le bas du range qui se trouve ici où j'ai mis mon point d'interrogation à 85,65. Donc la question, je voudrais pas faire l'analyste parce que l'analyste, c'est super facile de faire l'analyste parce qu'il suffit d'avoir un petit peu de notion d'analyse technique comme ça pour dire les prix vont probablement aller ici ou vont probablement aller ici. Bon, mais c'est super. Une fois qu'on sait ça, on fait quoi? On entre comment en position? Telle est la question. Donc si on veut rentrer en position sur la UD yen, et c'est là que je dois me mouiller plus qu'un simple analyste et que je dois me montrer trader, eh bien je vais tracer, oh là là, elle est pas facile à tracer, je vais tracer mon canal baissier à l'intérieur du range H4. Je vais alors attention parce que tout cela est à prendre avec des pincettes, hein, parce qu'avec les copains russes de Trump, le NFP, le FOMC, ILN qui doit être remplacé ou pas, tout ce que je suis en train de raconter là ici peut être détruit en quelques secondes.
Donc c'est pour ça que, quelle que soit l'analyse technique, il vaut mieux peut-être attendre la semaine prochaine pour faire quoi que ce soit. Ben, ici, vous voyez, nous avions de belles opportunités. Sur la Kijun H1 ici, nous avions de belles opportunités, comme c'est le cas ici, comme lorsque la Kijun H1 est recassée. Maintenant, c'est un peu compliqué. Peut-être que si les prix viennent à casser les 86,80, on va dire les 86,75, il ne serait pas inutile d'envisager d'entrer short pour venir chercher le bas de l'oblique que nous avons ici. Et si on contrôle cela sur le H4, donc on va tracer notre oblique, bon c'est pas la même, mais ici on a une oblique, on peut en tracer plusieurs. Ouais. 86,29, hein, tous les chemins. On a un objectif ici à 86,29. Et Kijun, Shikuspan est libre de tout obstacle. À l'intérieur d'un range, c'est toujours un peu plus compliqué de trader. Hein. C'est facile de le faire après la cassure de la zone d'équilibre. Et puis, si on observe l'Ishimoku, nous voyons ici un plat SSB en extension. Et nous pouvons constater que ce plat SSB en extension a bien joué par le passé son rôle de résistance et ici son rôle de support, changement de polarité, ce qui veut dire que si on casse ce niveau et certainement après pullback, nous pourrons venir chercher le bas de ce canal. Voilà. Moi, si je devais trader la UD Yen, je ne le ferais pas. J'attendrai que les prix viennent chercher le bas du range ici et cet oblique rouge que je n'ai certainement pas tracé pour rien non plus. Alors ça fait tout moche, hein, ça fait couleur cacadois, ce mélange de couleurs, mais ça fait rien. Voilà, vous voyez, sur mon graphique hebdomadaire, j'ai tracé cet oblique, c'est pas pour rien, et le bas du range H4 doit correspondre plus ou moins au niveau de la Kijun Weekly ici, qui pourrait être un superbe point d'achat pour aller chercher de nouveau plus haut, puisque la tendance semble repartir, peut-être pour aller chercher les 90-45. Si je ne dis pas de bêtises, on a dû me demander euro-yen. Alors, euro-yen, qu'est-ce que je vois ici et maintenant sur euro-yen? Ici, je vais me remettre en H4. Je trouve que le graphique H4 semble être parlant. Ah oui, alors on en a parlé, j'en ai parlé hier sur le forum ici. Il y a indéniablement, d'ailleurs c'était très intéressant parce que j'avais perdu un trade sur l'euro-yen, hein, puisque je montre tout sur le forum, je ne peux pas cacher mes pertes. J'avais perdu un trade sur l'euro-yen, si vous allez voir la file euro-yen sur le forum, et la raison pour laquelle j'avais perdu, c'est que je n'avais pas été capable de voir ce qui était pourtant incroyablement facile à voir, c'est-à-dire cette dérive latérale. Et regardez comme, et donc hier, je crois que c'est je me rappelle plus de, c'est Alain, je sais que son prénom c'est Alain, je ne me souviens plus de son pseudo sur le forum. Il m'expliquait pourquoi tu n'achètes pas ici le vendredi, pourquoi tu n'as pas acheté vendredi soir ici les prix sur le bas. Alors déjà acheter un vendredi soir ne me semble pas pertinent, surtout si c'est pour faire du moyen terme ou de l'intraday. Et en plus, le lendemain de la déclaration de Draghi qui a provoqué la chute depuis le haut du range jusqu'au le bas du range, ça me semblait, voilà, encore une fois, si j'étais un algorithme, un robot, peut-être que je l'aurais fait. Mais comme je suis un humain, j'ai des émotions, et parmi ces émotions, la peur que l'impulsion de Draghi, tout ce que l'on raconte sur l'euro USD qui doit se continuer à se casser la figure, etc., je n'ai pas osé le faire. Mais c'est peut-être pas stupide hein, de le faire ici et maintenant. Peut-être même vais-je le faire à la fin de cette revue de marché. Je vais analyser un peu plus, mais regardez comme sur la borne basse de ce range, nous avons des chandeliers de retournement ici en H4. Le problème, c'est qu'encore une fois, n'étant pas un algorithme, eh bien, j'ai peur de Trump et ses copains russes, j'ai peur du FOMC, j'ai peur du NFP, j'ai peur que l'annonce de Trump d'un nouveau président de banque centrale ne plaise pas au marché et que patatras, ça part dans un sens ou dans l'autre, bien que Powell va un petit peu dans le même sens que Yellen, donc ça ne devrait pas changer grand-chose. Nous avons ici, regardez, des chandeliers de retournement, des doji. Ici, le chandelier est en train de construire un avalement. Et si on achète, admettons, 131,85 les prix actuellement, en attendant, tant qu'à faire, autant attendre la clôture du chandelier ici, en plaçant un stop sous les mèches les plus basses, je ne donne pas de signaux. Si vous le faites et que ça se perd, ce n'est pas de ma faute. Je dis comment moi j'analyse les choses et comment je peux faire les choses puisque en tant qu'informateur Ishimoku, je tente de me mouiller et de ne pas faire que des analyses, mais de montrer aussi comment je traite. Avec un stop sous les mèches les plus basses, à 131,25 par exemple, pour viser la zone d'équilibre ici à 133. La question est de savoir si j'entre à 131,85
Admettons 132, ça me fait 100 points d'objectif. 131,85 à 35. Attendez, je prends mes doigts. 35, 45, 55, 65, 75, 75, 85. Ça fait 50 pips si je ne me trompe pas. Donc je dois avoir mon ratio de 2,1. Donc on reprécisera cela tout à l'heure. Mais s'il n'y a pas de ratio de 2,1 minimum, je ne le fais pas, puisque c'est le ratio qui fait que je vais ne plus avoir d'émotion en fonction de si je gagne mon trade ou si je le perds. C'est-à-dire qu'avec un ratio de 2,1, même si je perds mon trade suite à mon analyse, ça me fait pas grand-chose. Je suis un peu déçu, mais pas trop, parce que j'ai l'habitude de perdre des trades. Et si je le gagne, eh bien c'est super parce que je gagne 2 et je peux perdre par la suite 2 fois en n'ayant gagné qu'un trade sans mettre en danger mon capital. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Après le signal technique, c'est de bien s'assurer qu'on n'entre pas juste avec un signal technique, mais que ce signal technique nous offre un ratio de 2,1. Donc euro-yen me semble être une bonne opportunité de trading intraday. Maintenant, rien ne nous empêche d'affiner en regardant sur un graphique journalier, par exemple, ce qu'il en est. Nous voyons que sur ce graphique journalier, ce qui est pertinent semble être la SSA. Vous voyez, à chaque fois que les prix dans le sens de la tendance, là nous avons un nuage parfaitement bien orienté, donc la tendance est claire. La SSA, ici conjointement à la Kijun, semble bien vouloir retenir les prix, ici conjointement à la Kijun aussi, puisqu'il s'agit de tracer une extension. Ici nous avons un support, vous voyez, chartiste, hein, puisque nous parlions de chartisme en introduction. Voilà. Une résistance, hop, un rectangle, résistance. Donc tout cela laisse penser qu'il n'est peut-être pas idiot d'envisager cette ligne de tendance n'est pas valable. Il ne faut pas tracer des lignes de tendance pour se faire plaisir. Il faut tenter de relier des points. Bon là, si on relie des points, elle a été cassée. Elle a été cassée, mais comme nous sommes dans un range, c'est normal. Voilà. Si on vient à 131, si on vient à casser ces niveaux, c'est foutu. D'accord? Voilà pour l'euro-yen. Je passe en hebdo pour regarder un petit peu ce qui se passe. Voilà. Alors voilà, c'est ce que je disais hier sur le forum, c'est que le problème de l'Ishimoku, c'est que nous n'avons pas beaucoup de signaux. C'est pour ça que je trade très peu. Parfois, je ne fais qu'un trade par semaine, voire pas du tout. Cette semaine, là, nous sommes déjà mardi matin. Là, j'ai l'impression que je vais rien faire cette semaine. L'information contradictoire que nous avons ici, c'est cet avalement. Cet avalement sous résistance. Vous voyez, cet avalement sous résistance, a priori, l'avalement, le problème des chandeliers japonais, c'est qu'ils nous donnent des informations, mais ne nous donnent pas d'objectifs. Donc, tant que la Tenkan-sen, qui correspond à la SSA que nous avons sur le daily, tient, nous pouvons tenter ce trade. Mais si ça casse, à mon avis, on reviendra chercher la Kijun. Donc, il y a un risque à le faire, mais le risque est acceptable dans le sens où le ratio est bon. Voilà. Hein, étoile du matin, avalement, voilà. Christophe, bonjour Patrick, nouveau sur le webinaire, grand fan de ta formation. Pourrais-tu me confirmer si nous sommes en bas d'un range en NZD USD hebdo et peut-être un rebond haussier? Alors, NZD USD en hebdomadaire. Merci d'être un grand fan de ma formation. J'en suis très touché. Je suis très content que la formation Ishimoku vous plaise et vous soit utile. Oui, je confirme. Alors, le problème, il faut que ça soit facile à tracer. Ici ce qui est super, et ça c'est certainement les meilleurs ranges à trader. Il y eut une époque, j'essaye de le faire encore, hein. Je reviens un petit peu à mes fondamentaux parce que dernièrement, je vous l'ai dit dans une vidéo, j'avais un taux de réussite de 50% ces derniers temps. Ça m'agace un peu, j'étais habitué à faire un peu mieux. Bon, mais avec un taux de réussite de 50% et des ratios de 2,1, il n'y a pas de problème, je gagne de l'argent. Mais moins que ce que j'ai eu l'habitude de faire à une époque. Et donc, je dois moi-même revenir aux fondamentaux. Et pour trader les ranges, j'aime beaucoup quand visuellement la SSB ici s'aligne parfaitement bien au plat qui jaune ici, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de nouveau plus haut, pas de nouveau plus bas sur les 26 dernières périodes et aussi sur les 52 dernières périodes. Voilà, alors la question est le tracé. Donc quand on a une difficulté pour le tracé, bon là on voit à l'œil nu qu'il est bien tracé. Donc oui, je confirme que nous avons un range
hebdomadaire sur le NZD USD. Je vais juste prendre mes Fibonacci pour aligner le niveau de 50% sur ma SSB et m'assurer qu'elle correspond bien à 50%, le plat qui jaune et plat SSB de mon rectangle. Parce que parfois, j'y arrive à l'œil nu, parfois j'ai des doutes, donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Sauf que nous n'avons pas encore de chandelier de retournement, ni même de ressaut. Ce que j'observe aussi, c'est que la survente est forte, très très forte survente. Donc la probabilité pour que nous ayons un rebond sur cette borne basse de range m'apparaît importante. Maintenant, pour rentrer en position sur le NZD USD, techniquement, c'est possible. Là, la pénétrante plus le doji n'ont pas donné Et nous avons une pénétrante, nous avons un doji et nous n'avons pas d'accélération haussière. Mais tant qu'on ne casse pas, le stop pourrait être mis en dessous les 0,68, ce qui est un chiffre rond. Donc par exemple 0,6775, 0,6750. D'autant plus que si on vise la zone d'équilibre du range weekly, nous obtiendrions ainsi un très très bon ratio. Pour les personnes qui viennent pour la première fois ou qui vont voir le replay sur YouTube, il ne faut jamais avoir peur d'avoir un stop de 150 ou de 200 pips si on fait du swing trading. C'est pas parce qu'on a 200 pips qu'on perd plus d'argent que si on en a 10 pips, puisque effectivement il y a plein de débutants qui tradent, qu'ils aient 10 pips ou 200 pips, ils rentrent, admettons, je dis au hasard, à 1 euro le point. Donc forcément 200 pips ça leur fait 200 euros de perte, alors que 10 pips ça ne leur en fait que 10. Sauf qu'il faut adapter le levier de façon à ce que si l'on a 200 points de stop ou 10, de toute façon, on ne perd jamais plus d'1% de notre capital. Comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, si j'ai un stop ici à 0,6750, mettons, je peux arriver à 0,72. Donc, il faut calculer si le ratio est bon. Bon, j'exagère peut-être, hein, 0,60, oui, 0, comme ça, à l'œil nu, si on devait rentrer sur le weekly, un stop à 0,6775, 0,6770, 60 me paraît pertinent. Après, on peut aussi anticiper ce genre de signaux encore plus sur le H4, comme je vais le montrer dans ma formation sur les chandeliers japonais. Vous voyez, ici, nous avions des signaux d'anticipation. Bon, parfois, ça donne de bons résultats, parfois, ça ne donne pas de bons résultats. Si on anticipe en daily ou en H4 et qu'en clôture, vendredi, les prix cassent la borne basse de ce range en clôture hebdomadaire, même si nous avons un stop à 0,6765, 50 et qu'il n'a pas encore été atteint, il faudra savoir sortir, puisque l'information délivrée par le TF supérieur prime toujours sur l'information délivrée par le TF inférieur. Le problème, encore une fois, il est que malgré les signaux techniques, que vont décider de faire les prix? Va-t-il pas y avoir beaucoup de bruit? Que vont décider de faire les prix avec toutes les annonces économiques et autres spéculations sur les individus qui vont diriger la Banque centrale et autres la semaine prochaine? AUD Yen, nous avons retracé sur le sommet de l'ancien range weekly. Absolument. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? S'il vous plaît, monsieur Riguet, que pensez-vous de la paire euro-yen? Car nous parlons de la baisse temporaire de l'euro, mais qu'en est-il par rapport au yen? Merci. Tu nous rappelles le nom de ton épouse que je puisse voir ce qu'elle nous apprend. Alors, Alice Haché, H-A-C-H-E-T. Vous tapez Alice Haché dans Google, vous aurez des informations sur ma tendre et chère et ses activités professionnelles liées aux émotions. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vais faire là, je vais faire AUD USD. Je regarde vite fait. Donc, Euro-Yen, j'ai répondu. Hein. Euro JPI, j'ai répondu. Donc, je regarde si je vois pas quelque chose à faire ici et maintenant, très rapidement. Là, il y avait quelque chose à faire à 1h du matin, mais à 1h du matin, je n'étais pas devant. Vendre ici la Kijun, elle n'est pas plate, donc ça ne m'apparaît pas pertinent. Euro AUD. Euro AUD, Euro AUD, je regarde à gauche, à droite, en haut, rien à faire. Regardez comme le nuage devient fin et démontre qu'il est pertinent d'attendre. Euro USD, ben on en a parlé en long, en large et en travers en début de webinaire et sur la vidéo d'hier. Ce qui serait intéressant pour répondre
à Patrick, me semble-t-il, c'est de regarder l'USD-Yen. Donc l'USD-Yen, c'est super, on a atteint les 114, hein, souvenez-vous, j'étais très content. Bon, là, il y a une probabilité de twist à venir, et qui dit probabilité de twist à venir, dit probabilité de trading range, encore une fois. C'est pas étonnant. Vous allez voir que d'ici à ce qui se passe, ce qui doit se passer, comme on l'évoque dans les jours à venir, tout va se mettre en range partout. Ah oui, ce que je pourrais faire, c'est vous faire un petit point sur le SP500 et sur le DAX. Alors, SP500, SP500, DAX. Donc SP500, je me suis pas trompé, mais ça nous fait une belle jambe parce que c'est là où on voit la différence entre un analyste et un trader, c'est-à-dire qu'en tant qu'analyste, je ne me suis pas trompé, en tant que trader, à part avoir la satisfaction de ne pas m'être trompé, ça ne m'a pas offert la possibilité d'entrer en position. Donc l'analyste dit, voilà, nous traçons nos extensions de Fibonacci. Vous voyez, ça, je vous le montre toutes les semaines depuis presque un mois. Ça doit faire 4 mardis consécutifs que je trace mes extensions de Fibonacci à partir de ces niveaux. Et tous les niveaux de ces extensions de Fibonacci, on peut regarder leur pertinence, puisque nous n'avons plus de repères Ishimoku pour ceux qui arrivent la première fois, nous utilisons ce que tout le monde utilise dans ces cas-là, les extensions de Fibonacci. Regardez comme ils sont pertinents, on casse, on se replie. La semaine dernière, on en a atteint un autre intermédiaire ici, puis là j'ai rajouté celui de 141,40%, et nous ne sommes pas loin. Et comme nous l'a fait remarquer Landry, c'est-à-dire Triade, sur le forum, nous avons ici un biseau. Donc vous savez que le biseau est une figure de retournement, mais en ce moment, que ça soit chandelier japonais, chartiste ou Pétaouchnok, les figures de retournement sur les indices ne fonctionnent pas, ils ne font que monter, 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 monter. Donc bien malin celui qui pourra dire quand ça va retracer. C'est pour ça que je vais revenir au DAX parce que je me suis trompé sur le DAX par contre. Donc ici, vous voyez que les prix commencent à venir chercher la borne haute de ce biseau et correspondraient à nouveau à ce niveau de Fibonacci. Malgré les chandeliers japonais que nous avons de retournement, les doji en croix, les pendus, rien n'y fait, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Donc je ne serais pas étonné que nous atteignions le niveau des 2594-2600 d'ici à la fin de la semaine. Donc pour ceux qui ont des brokers qui offrent des stops garantis, hein, sur CFD par exemple, parce que c'est un peu compliqué sinon de trader les indices, ici nous avons une boîte dans la boîte qui est en train de se former en H1. Nous avions une grande boîte, puis ici nous avons une petite boîte, hein, le principe des poupées russes. Je pense que la cassure des 2580, après repli, devrait nous ouvrir la voie vers les 2594. Bien évidemment, je pense qu'il est toujours aussi bébête de tenter de vendre les indices. À part vouloir perdre, et puis un jour ça tombe, ça baissera, mais quand arrivera ce jour, je ne sais pas. Si on regarde maintenant le DAX, j'ai aussi tracé le biseau que nous a montré Landry, hein, Triade, qui m'apparaît plus complexe. J'aurais aimé qu'il y ait une touchette ici. Lorsqu'on trace des droites comme ça, qu'il n'y a pas de point central, c'est un petit peu plus... Mais c'est pareil, hein, c'est exactement la même chose que le SP500. N'en déplaise aux gens qui rigolent parfois quand je dis que le DAX ne fait que suivre les indices américains, sauf exception quand il y a déclaration de banque centrale, comme ça a été le cas la semaine dernière avec Draghi. Nous pouvons constater que la configuration est similaire. Les prix arrivent sur la borne haute d'un biseau, avec le niveau d'extension de Fibonacci 50% à 13 316. Donc la probabilité pour que les prix atteignent au moins 3316 m'apparaît importante. Voilà, ici. Donc, comme on peut le constater, ça ne bouge pas. Donc toute cassure, on va dire, des 13 255 devrait conduire à 3316. On va dire au moins 13 300. Il y a 50 points à prendre en intraday, à mon avis, à la cassure des 13 260 points. Pourquoi est-ce que je me suis trompé la semaine dernière? Parce que la semaine dernière, je vais revenir sur H1, je parlais de cette dérive latérale, regardez. Je parlais de cette dérive. Bon, ceci dit, il n'y a pas eu d'incidence, puisque comme elle a été cassée, de toute manière, personne n'a vendu. Je parlais de cette dérive latérale et je disais qu'il m'apparaissait beaucoup plus pertinent de vendre en haut que d'acheter en bas. Donc,
on s'est certainement, ou moi je me suis abstenu d'acheter ce magnifique marteau et cette magnifique étoile du matin ici en bas, alors que ça aurait fonctionné et je m'apprêtais à vendre ici si nous avions eu des chandeliers de retournement. Pourquoi est-ce que je disais cela? Parce que d'un point de vue de l'analyse technique, si on repart sur le journalier, souvenez-vous, était apparu sur sommet une multitude de chandeliers de retournement. Haute vague, doji, pendu, avalement, marteau inversé, étoile filante, toupie, le tout compliqué parce qu'on dit tant qu'on n'a pas cassé ici la Tenkan-sen de façon franche, il n'y a absolument pas de signal de vente swing pour aller chercher la Kijun par exemple. C'est stupide de vendre. Mais si on tient compte de tous ces chandeliers de retournement, il y a quand même une forte pression baissière. Les chandeliers japonais se trompent rarement. Et donc, la probabilité pour que ça casse par le bas m'apparaissait beaucoup plus importante que le contraire. Sauf qu'entre-temps, Draghi est arrivé avec son fameux bazooka et l'analyse technique, lorsqu'un banquier central prend la parole, n'a plus aucun type d'intérêt et d'importance, comme le démontre ce graphique. Aziz, as-tu une date pour la sortie sur tes formations chandeliers? Écoute, il est chez le monsieur, ce sont deux messieurs qui sont en train de corriger mes fautes d'orthographe, mes fautes de français, de syntaxe, mettre en page, chapitrer, faire que ce soit très joli et tout. Et j'ai bon espoir que ça soit fini d'ici à la fin de la semaine. Si c'est pas à la fin de la semaine, c'est incessamment sous peu. Et toutes les personnes qui sont inscrites à la newsletter le seront avant tout le monde pour que je leur propose un tarif avantageux s'ils ont déjà acheté la formation Ishimoku. Semaine de transition, nous dit Sébastien, je reste en dehors de tout trade pour mieux gérer après. Je suis tout à fait d'accord. Bonjour Mohamed. Les points pivots. Je n'utilise pas les points pivots, Christine, parce que c'est exactement la même chose que ce que je disais en introduction avec le chartisme. Ishimoku, avec ses extensions de SSB, de Kijun, etc., nous donne exactement les mêmes seuils. C'est redondant. C'est redondant. Il est inutile d'ajouter des indicateurs aux indicateurs aux indicateurs, à part encombrer les graphiques, surtout lorsqu'ils sont redondants. Donc ça ne m'apporte rien, les points pivots, puisque tout est dans l'Ishimoku. J'espère que vous avez apprécié cette revue de marché. Je vous remercie de l'avoir suivi. C'est toujours un plaisir pour moi. Les points pivots, précise Christine, fonctionnent aussi sur le DAX. 13 257 correspond au R1, je crois. Tout à fait. On peut effectivement, quand on est sur des plus hauts historiques, tu as raison Christine. Moi je les utilise pas parce que j'utilise les extensions de Fibonacci qui me semblent très pertinentes. Mais si on n'a plus de niveau d'Ishimoku sur lesquels s'appuyer, on peut utiliser les points pivots, même si moi-même je ne le fais pas. Il y a un range NZD-USD en H1, dit Mohamed. Oui, absolument. Il me semble qu'on en a parlé déjà, Mohamed. Je jette un œil dessus et puis je terminerai là-dessus. NZD-USD. Bim, en H1. Oui, alors, attention avec ce genre de range. C'est tout à fait vrai. Hein. C'est d'ailleurs le bas du range weekly que nous avons ici hebdomadaire. Je ne sais pas si tu étais déjà là lorsque nous avons analysé le NZD-USD, mais tu as tout à fait raison. Il y a un range en H1, mais alors attention, parce que le nuage est tellement fin, il faut se méfier. Donc tout chandelier de retournement comme ceux sur lesquels sont ma souris voilà, peuvent être mis à contribution pour acheter ici le bas du range avec un stop sous les mèches, viser 1 la zone d'équilibre, 2 le haut du range. Si on a le ratio de 2 pour 1, on peut y aller. Qu'on perde ou qu'on gagne, ça n'a pas d'importance puisqu'on applique un ratio de 2 pour 1 et qu'en appliquant un ratio de 2 pour 1, on finit toujours par gagner de l'argent, ce n'est pas possible autrement. Le problème, c'est que les gens vont appliquer les règles de l'Ishimoku ou du chartisme ou de je sais pas quoi, vont appliquer un ratio de 2 pour 1 et admettons, pim, ils vont perdre. Et alors là, ils prennent les boules, excusez-moi de ma familiarité, et donc ils vont tenter de se refaire. Et alors là, c'est la catastrophe. Mais si on ne fait pas ça, le trading, ça marche. Il faut être patient. Je vous souhaite
une excellente journée, une excellente semaine. Merci, merci de tous vos remerciements. Merci. Plus facile, me dit Christine, les points pivots que de tracer les extensions de Fibonacci. C'est pas faux, mais c'est juste une petite habitude à prendre. Ne mangez pas trop de bonbons. Et oui, Halloween. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Et puis n'hésitez pas à diffuser la vidéo ensuite que je vais publier sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Excellente fin de journée à tous et très très bonne semaine. Et vraiment merci d'être toujours aussi nombreux chaque mardi. Merci beaucoup.